à toutes et à tous. Je suis Bernard Montet, je suis adjoint au maire de Dunkerque et conseiller communautaire. Et donc, au nom de Patrice Vergrit, maire et président de la communauté urbaine de Dunkerque, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans notre ville. Mais rassurez-vous, ce matin, le maire n'est pas là, mais il sera présent en fin d'après-midi pour faire une intervention. Donc, j'ai le grand plaisir de vous accueillir dans les locaux de la Halle au Sucre, et plus particulièrement au sein du Learning Center, lieu qui rassemble les communautés scientifiques, les étudiants, les praticiens des collectivités et les citoyens autour du thème de la ville durable. Alors, nous sommes situés ici sur le Môle 1 du port Est, dans les murs d'un ancien entrepôt portuaire, une ancienne halle au sucre. Donc, on essaye, autant que faire se peut, sur le port, de reconvertir nos anciens bâtiments, entrepôts portuaires, pour leur donner une deuxième vie. C'est ainsi que donc ici, à la Halle au Sucre, on lui a donné une deuxième vie, mais aussi l'entrepôt des tabacs qui est en citadelle, qui a été reconverti en musée portuaire, en école de commerce. Juste à côté et derrière, vous avez le chai à vin, auquel nous cherchons actuellement à donner aussi une nouvelle vie. Alors, ce Learning Center, ouvert en 2013, est un pôle de ressources, d'expertise et d'apprentissage sur le thème de l'écologie des villes et des territoires. Plus globalement, c'est un lieu de rencontre autour de la thématique de la ville. C'est pourquoi ce colloque de la 17e plateforme francophone des agglomérations, qui croise les savoirs scientifiques des chercheurs avec ceux qui concrètement font les villes, c'est-à-dire les élus et les praticiens, avait toute sa place dans ce lieu. Plus particulièrement, le thème de cette rencontre consacrée aux villes moyennes, à leur revitalisation, à leur renouvellement et à l'innovation est un thème qui nous est cher ici à Dunkerque, où nous faisons converger nos actions pour renforcer l'attractivité de notre territoire. Donc je vous souhaite donc à tous un bon colloque dans la cité de Jean Bart, et puis également aussi, je crois que la troisième journée se passe à Saint-Omer. Donc bienvenue ici sur le Dunkerquois et le Domarois. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Je suis donc Hélène Pesquine, la secrétaire permanente du plan urbanisme, construction, architecture qui co-organise avec Marc Dumont en direction scientifique cette 17e plateforme. Quelques mots d'abord évidemment pour remercier les élus de Dunkerque, Patrice Vergrit qu'on verra tout à l'heure, ses adjoints, et également ceux de Saint-Omer, François de Coster et tous les élus qui ont permis l'organisation de ces 3 jours de rencontres, de visites. Cette plateforme francophone, pour la petite histoire, est née en 2003 de travaux de chercheurs belges et suisses sur le phénomène des intercommunalisations en France, notamment lié aux lois Voinet-Chevènement et leur regard un peu symétrique ou leur regard comparé avec ce qui se passait en Suisse et en Belgique. Et petit à petit, ça a permis de créer cette plateforme des pays francophones autour de la notion d'intercommunalité et d'agglomération, qui depuis un certain nombre d'années se penche notamment sur cette question des villes moyennes, des villes intermédiaires qui ne sont pas des métropoles entre guillemets mondialisées ou disons à dimension nationale ou internationale, mais qui sont des centralités de territoire avec leurs caractéristiques, pour certaines d'ailleurs communes à un certain nombre de ces pays, des caractéristiques de perte d'attractivité ou de déprise ou de transformation sociale et économique extrêmement puissante, sur lesquelles les élus se posaient des questions et sur lesquelles les effets d'agglomération et d'intégration intercommunale, comme on les a connus en France, mais ce qui existe également dans nos pays limitrophes, ont été étudiés. Et donc le principe de cette plateforme a été dès le début de permettre à la fois des voyages d'études, des visites, des rencontres entre élus et techniciens, mais aussi, c'est l'intérêt pour le PUCA d'être associé à cette plateforme, d'aller jusqu'à un peu de recherche, un peu de dialogue entre le monde de la connaissance et le monde de l'action publique sur ces sujets, un peu de recul et d'évaluation comparée de ces phénomènes. Il se trouve qu'en ce moment, en France, il y a une dynamique très particulière et forte autour de cette notion de ville moyenne, qui passe en particulier par le plan Action Cœur de Ville, dont il sera question aujourd'hui.
Et donc cette plateforme a tout son intérêt dans sa dimension internationale francophone, puisqu'elle vient apporter un regard étranger, ou en tout cas hors non français, sur ces phénomènes et sur ces politiques publiques. Au PUCA, on a mandaté d'ailleurs une petite équipe chercheurs, experts, on va dire, entre Acadie et Xavier Desjardins, qui a fait également une étude comparative des politiques publiques vers les villes moyennes dans 4 pays européens, qui viendra alimenter ces travaux, les travaux qui seront conduits aujourd'hui, et puis les réflexions de la plateforme sur ces 3 jours, et qui montre que les politiques publiques en faveur des villes moyennes sont assez variables selon les pays. En France, beaucoup plus axées sur finalement une catégorie de villes qui d'ailleurs n'est pas vraiment homogène, mais qui aujourd'hui est considérée comme un sujet en soi, en gros entre 10 000 et 100 000 ou 120 000 habitants, avec des problématiques communes, alors que dans d'autres pays, ont plutôt été élaborées des politiques fédérales d'approche par les villes en décroissance, par les villes industrielles, ou ce qui est d'ailleurs aujourd'hui un peu le cas avec les territoires d'industrie en France, ou par les villes centralité commerciale, comme c'est le cas en Grande-Bretagne. Et donc c'est assez intéressant ces comparaisons internationales pour justement voir sous quelle forme, avec des effets qu'on constate assez similaires, notamment sur des prises économiques, sous quelle forme les pouvoirs publics, locaux ou nationaux, s'emparent de ces questions. Et puis, pour donner un éclairage peut-être un peu plus dynamique, le programme Action Cœur des Villes en France, il a une dimension, alors que je vais appeler performative pour utiliser le terme cher à Xavier Desjardins, encore lui, qui travaille avec nous sur plusieurs dossiers, puisqu'on voit que la lumière mise, le projecteur mis sur ces villes intermédiaires, villes moyennes depuis maintenant une année et demie, a un effet un peu de révélateur, et de révélateur en particulier dans de qualité et de spécificité de ces villes, dans un prisme un peu nouveau de réancrage territorial, de se rapprocher de ses ressources, de son identité, de son patrimoine. Et je trouve que c'est un point sans doute de bascule important dans le monde auquel on doit faire face aujourd'hui. Changement climatique, effets un peu globaux du numérique, les questions d'accueil, les questions de cohésion sociale et territoriale, les questions de distance finalement, à la fois de fracture sociale et territoriale. Il y a peut-être une chance, un levier pour ces territoires, ces centralités intermédiaires pour se réinventer, selon le terme consacré, et trouver peut-être une dynamique nouvelle. En particulier, j'y tiens, et je pense que c'est très flagrant dans une grande partie des villes, Action Cœur de Ville, par le patrimoine et l'identité un peu historique de ces territoires. Et ce patrimoine, il est réinvesti quand on commence à s'intéresser aux bâtiments et aux espaces publics dans les centres-villes, puisque finalement, les centres anciens, c'est là où se sont fondées les villes, et ils sont très caractéristiques de cette histoire, que ce soit une histoire d'ailleurs avec un grand H, parfois jusqu'à des emprises médiévales, mais aussi une histoire industrielle, une histoire politique, une histoire urbaine qui se reflète dans les murs de ces centres-villes. Et donc toute cette dynamique a aussi cet effet assez positif, je trouve, dans l'enjeu particulier de la transition écologique et énergétique, de redonner un ancrage à ces territoires et donc une singularité. Et donc on a beau avoir des politiques nationales pour les villes moyennes, on a en fait des villes moyennes, ou des villes d'ailleurs, je ne sais pas s'il faut les appeler moyennes, parce que ça peut même être considéré comme un peu péjoratif, des villes et des centralités qui ont des caractéristiques qui leur sont propres. Le gros enjeu, j'imagine qu'on va l'évoquer aujourd'hui, ça va être au-delà de ce côté un peu performatif, regardez, on est beau, on est fort, on est capable, ça va être de prouver qu'il y a une vraie attractivité possible du point de vue économique. C'est évidemment un enjeu important. Est-ce qu'il y a une capacité d'innovation ou de développement de nouveaux modèles de vie, de nouveaux modèles de création d'emplois qui sont adaptés à ces territoires, entre guillemets, non métropolisés, ou en tout cas loin des cœurs de métropole ou à distance des cœurs de métropole? L'avenir sans doute nous le dira. Ici à Dunkerque, déjà la dynamique, on la sent, elle existe. Il y a des promoteurs immobiliers visiblement qui s'intéressent au territoire. À Saint-Omer, il y a énormément de travaux aussi autour de la valorisation du cœur historique, et puis pour en connaître un programme Europan, qui est un programme de redynamisation aussi
sur plusieurs terrains autour du centre-ville, autour de projets innovants. Donc voilà, est-ce qu'il suffit de le vouloir, d'avoir un urbanisme de projet pour que ces territoires se renouvellent? On le saura sans doute demain, mais on a des expériences, notamment autour des pratiques culturelles, qui montrent que ça a pu avoir un effet effectivement économique, social et culturel. Je pense en particulier à Angoulême, qui est un exemple qui a maintenant 20 ans, où le sujet du Festival international de la bande dessinée, petit à petit, a créé une vraie dynamique territoriale, une capacité d'attraction d'un certain nombre de formations, et puis une espèce de pôle, finalement, une vraie identité pour cette ville, autour de cet événement culturel qui, donc, d'une certaine manière, a fait des petits, mais on a d'autres exemples d'activités ou de pratiques culturelles qui ont finalement drivé un certain nombre d'autres types de développement, et pas seulement commerciaux et touristiques, mais aussi des résidences d'artistes, puis du logement, puis un certain nombre de fonctions nouvelles qui peuvent caractériser aussi ces territoires. Donc moi je dirais à la fois cette capacité à mieux se réancrer dans un paysage, dans un patrimoine, à une dimension qui est plus humaine, avec du coup une qualité de vie, une qualité de l'air, une qualité de l'eau, peut-être une qualité de l'alimentation, qui sont aujourd'hui des choses très recherchées par les citoyens. Ce sont des caractéristiques de ces centralités intermédiaires qu'il faut certainement valoriser et développer. Et j'espère que la journée d'aujourd'hui et puis les 2 journées de demain en dialogue nourri et constant entre des acteurs de terrain, des chercheurs que je connais bien pour d'autres travaux, notamment ceux de la plateforme d'observation des projets et stratégies urbaines, permettront de faire avancer ces questions. On s'attachera, nous, à en faire le compte-rendu autant que possible et à diffuser ces travaux. Il n'est pas toujours facile de faire venir les gens dans des villes moyennes, et je l'ai testé à plusieurs reprises, en tout cas des praticiens ou des acteurs qui sont répartis en France entière. Et à l'inverse, quand on fait les rencontres dans les métropoles et les cœurs de métropole, on dit toujours il n'y en a que pour les métropoles et les cœurs de métropole. Donc voilà, il faut arriver à trouver un équilibre entre ce qu'on sera capable de diffuser autour de nous dans nos réseaux et ce qu'on est capable de dire ensemble aujourd'hui pour fabriquer cette matière, cette connaissance utile à l'action. Merci Hélène, merci Monsieur Monté pour votre accueil. Nous sommes très heureux, Madame, Messieurs, chers collègues, nous sommes très heureux avec ma collègue Annette Groux qui a un empêchement technique, mais qui ne va pas tarder à nous rejoindre. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec Frédéric Delphane aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Je voudrais en premier lieu donc remercier la communauté urbaine de Dunkerque qui nous accueille dans ce lieu magnifique, en particulier Catherine Martos, de la directrice des projets urbains à la CUD, qui a œuvré de façon très active pour cet événement. Et également Antoine Vercruis, qui a œuvré pour le prolongement de la manifestation donc à Saint-Omer, comme on vient de l'évoquer. Et je remercie bien sûr également le PUCA pour son soutien plein et entier et sa confiance dans notre petite équipe de recherche. Merci également à tous les collègues de la plateforme pour les échanges, avis et contributions constructives qui ont accompagné la construction de cet événement. Et je suis ravi pour ma part d'avoir pu mettre aussi à disposition l'Institut d'aménagement et d'urbanisme de Lille pour appuyer l'ingénierie de ces journées. Et bien sûr également, merci chaleureusement à l'ensemble des collègues qui sont venus de loin, souvent, malgré un agenda lourdement chargé sur cette fin d'année, pour participer et contribuer à ces journées. Il appartenait donc à la France d'organiser cette 17e édition de la plateforme. Alors pourquoi avoir choisi la question des villes moyennes? Pourquoi au fond avoir choisi ce sujet? Pour beaucoup de raisons. D'abord, c'est vrai, au départ, cette plateforme faisait suite à un colloque que nous avions organisé il y a 2 ans à Saint-Brieuc, agglomération, qui démontrait comment, dans un contexte peu favorable économiquement et socialement, il démontrait la capacité de certaines de ces villes moyennes à activer des ressources latentes sur des territoires et à s'emparer de nouveaux enjeux comme ceux de la transition énergétique, en l'occurrence. Et comment ces nouveaux enjeux dont ces collectivités pouvaient s'emparer pouvaient se révéler vecteurs de résilience pour les territoires. Et donc ça a été un petit peu le moteur initial de la réflexion, ce qui fait qu'on aurait pu se poser au fond autant en Bretagne que dans le pôle métropolitain de l'Artois. Mais finalement, dans les discussions, les opérations cœur de ville sont apparues comme l'une des façons d'interroger aussi ces capacités des villes moyennes au regard de l'enjeu de l'égalité des territoires.
avec cette 17e édition, effectivement, nous clôturons un cycle de 4 ans dédié à cette question, et en particulier à la façon dont, en France, cette question de l'égalité des territoires a pu s'exprimer à travers une recomposition du rôle de l'État, à travers l'émergence aussi de ce qu'on peut appeler un paradigme capacitatif, une injonction à la mise en capacité des territoires, qui est aussi l'aboutissement et l'achèvement d'une doctrine étatique de l'aménagement du territoire avec toute son histoire, et qui est aussi une façon de transcrire aussi des objectifs de politique territoriale de l'Union européenne. Et donc notre souci, c'était aussi de voir comment cet objectif d'égalité des territoires peut être relayé maintenant dans le cadre de villes moyennes, dans un contexte où le rôle de l'État se transforme. Sur ce plan, d'ailleurs, l'Association des maires de France liait étroitement cœur de ville et égalité des territoires, considérant que la revitalisation des centres-villes des villes moyennes était en lien direct avec les enjeux liés à la cohésion des territoires. Donc d'où finalement le souhait de nous emparer de ces deux questions et d'essayer de lier ensemble les questions de centralité, de ville moyenne et de cœur de ville. La revitalisation, donc. C'est une question qu'il faut reconnaître, qui n'est pas nécessairement très originale, mais qui est d'une vive actualité. On le sait, la situation des villes moyennes et de leur devenir est aujourd'hui un sujet sensible, débattu politiquement, autant que scientifiquement, sur un plan international. Et on peut la résumer au fond en quelques mots, cette situation des villes moyennes. D'un côté, on a des forces de métropolisation et de la mondialisation, et les logiques de concentration et de déterritorialisation et de reterritorialisation qui les accompagnent, qui ont progressivement rendu caduques les anciens systèmes d'armature urbaine sur lesquels s'était structuré, entre autres, ces hiérarchies urbaines sur lesquelles s'était structuré le système, le système français, dans lequel les villes petites et moyennes jouaient un rôle majeur, un rôle de centre intermédiaire. C'est une armature urbaine d'ailleurs que l'État a longtemps soutenue dans ses politiques d'aménagement du territoire. Et donc après le paradigme dominant de productivité des années 60, qui a été globalement favorable aux villes moyennes, notamment dans le cadre des politiques de déconcentration industrielle, l'affirmation et l'accentuation du paradigme de compétitivité des années 90-2000 a placé les villes moyennes dans une situation complètement nouvelle, les a fragilisées. Entre d'une part, les a prises un peu en tenaille, entre d'une part des espaces périurbains de plus en plus attractifs, des espaces ruraux et périurbains de faible densité, donc de plus en plus attractifs, et puis les grandes agglomérations métropolitaines traversées par ces dynamiques de métropolisation. Et donc c'est un peu dans ce cadre de nouvelles inégalités territoriales, ce paysage des nouvelles inégalités territoriales tel qu'il émerge dans les années 90-2000, que les villes moyennes ont dû construire un nouveau positionnement. Et puis par ailleurs, elles n'ont pas échappé au même moment à un mouvement de périphérisation de la croissance urbaine, particulièrement dans les villes moyennes d'ailleurs, avec la translation, le déplacement d'un certain nombre d'activités économiques, commerciales, culturelles en périphérie et même de services administratifs. Une grande partie de la vie urbaine et fonctionnelle a commencé à s'organiser, surtout dans les villes moyennes, en périphérie. Et donc, malgré les impératifs de développement durable qui se sont renforcés à partir des années 2000, on constate ce mouvement de périphérisation s'est largement maintenu jusqu'à il y a peu, tout en maintenant un mouvement de paupérisation et d'augmentation des taux de vacances dans les centres-villes. Donc on connaît relativement bien cette situation. Je vous renvoie à une étude d'ailleurs relativement récente, de mai 2019, qui a été réalisée par le CEREMA pour le PUCA sur l'an, avec des éléments de comparaison intéressants avec les villes de Cahors, Dole, Périgueux, Rochefort, Saint-Omer et Villefranche-de-Rouergue. Je pense par ailleurs que si la question des cœurs de ville se pose aujourd'hui, c'est que les villes moyennes n'ont pas connu cette crise des centralités qu'ont connu les grandes agglomérations. Les grandes agglomérations ont connu cette crise des centralités dans les années 50-60. Les centres historiques vieillissent, ne sont plus adaptés à la vie et aux nouveaux enjeux de la tertiarisation de l'économie. Et donc, de nouvelles centralités administratives émergent à côté de ces centralités historiques, appuyées par des politiques très proactives de l'État. Par exemple, l'association Bureau-Province, qui va systématiquement dans les centres de la plupart des grandes agglomérations et essayer d'implanter en tout cas faire du lobbying pour implanter des locaux d'entreprise, des locaux permettant aussi la réalisation de centres administratifs. Ça, c'est une politique que n'ont pas connue du tout les villes moyennes. Elles n'ont pas connu Et donc les centres historiques, ils restent finalement en quelque sorte dans une dynamique qui est celle qui était la leur il y a maintenant bientôt 50 ans. Périphérisation, centralité, revitalisation, par certains côtés, les choses n'ont pas tant que ça changé en France depuis 50 ans sur le sujet. Je vous donne une citation.
Ce n'est pas par hasard si aujourd'hui l'opinion publique prend intérêt nouveau à ce que l'on appelle communément ville moyenne. Le développement, depuis un quart de siècle, a pris des dimensions et une intensité qui iront souvent avec le cadre équilibré des villes moyennes. Croissance de la région parisienne, renforcement des métropoles d'équilibre, exode rural, voilà qui conduit à s'interroger sur la signification, le rôle et parfois l'existence même des villes moyennes. Alors c'est un propos qu'on pourrait considérer comme relativement actuel. En fait, il est tenu par Olivier Guichard en 1973 dans un rapport sur les villes moyennes publié à la Documentation française. Un an après, l'année de l'urbanisme, pilotée sous l'égide du maire de Tours, Jean Royer, sera consacré complètement à cette question des villes moyennes, et un numéro que j'ai amené aujourd'hui revenait sur 10 ans d'action centre-ville à Rodez dans le cadre du 6e plan, ou encore sur la création et la réanimation des villes moyennes, ou encore proposer également des éléments de réflexion basés sur l'opération Avignon Cœur de Ville, appuyé sur une réflexion globale sur le noyau central, la piétonisation, les mobilités, etc. 1973. Donc c'est quand même des questions, quand on replace un petit peu, on remet ça un petit peu en perspective historique, qui ne sont pas complètement récentes. En revanche, bien sûr, il y a des questions nouvelles qui sont apparues depuis. L'apparition de nouvelles façons, certains types de production en ville, comme l'artisanat, qui pourrait esquisser des voies nouvelles. Également, la mutation des cadres intellectuels de l'aménagement, que je vous évoquais, un État moins interventionniste, une mise en capacité des territoires, et donc qui interroge toute cette capacité, au fond, des villes moyennes à coopérer entre elles, autant qu'avec les métropoles, à se saisir d'enjeux qui leur sont propres, de façon globale ou thématique, et puis dans une vision aussi d'interdépendance systémique. Quelle stratégie, et ça c'est un peu le questionnement qu'on a souhaité placer au cœur de cette plateforme, quelle stratégie ces agglomérations sont-elles en capacité d'engager dans un contexte de contraction des moyens et des ressources, pour certaines aussi de dynamique démographique de basse intensité? Quel rôle aussi joue et se voit d'évoluer aussi les centres-villes dans cette dynamique? Comment les acteurs s'y saisissent d'enjeux comme l'attractivité, l'habitat, la création d'emplois, le foncier ou l'énergie? Les intervenants de cette journée aujourd'hui vont revenir sur beaucoup de questions qui ont pu être listées aussi par Hélène Pesquine. Ils reviendront parfois sous différents angles sur la question de la définition même de ce que c'est qu'une ville moyenne. Beaucoup d'entre vous, beaucoup d'intervenants m'ont sollicité, mais au fond, qu'est-ce que tu entends par ville moyenne quand tu souhaites qu'on intervienne sur ces sujets? Certains ont privilégié des entrées par les effets de seuil, de taille, de nombre d'habitants, par unité urbaine et de zonage. Certains ont privilégié aussi des entrées comme de la ville moyenne comme catégorie d'action publique, c'est Frédéric Santamaria qui pourra revenir sur ce sujet, ou des villes moyennes inscrites dans des dynamiques régionales de systèmes territoriaux, reviendra aussi Madame Boutet, de plaques territoriales fonctionnant en système. Mais ils reviendront tous aussi sur l'importance de stratégies différenciées, suivant les cas étudiés, suivant les territoires, qu'il s'agisse de territoires d'ailleurs de croissance ou de recomposition. On voit que les choses sont assez différenciées suivant les trajectoires démographiques. Et donc nous avons souhaité structurer la journée autour de ces 4 domaines de réflexion. Un premier temps un peu de recul, de prise de recul, de retour par rapport au dispositif Cœur de Ville, dont il est parfois beaucoup attendu, parfois davantage saisi comme une opportunité dans le renforcement de politiques et de démarches déjà bien engagées. Un second temps va mettre en question cette capacité des villes moyennes à innover. Qu'appelle-t-on d'ailleurs innovation? Je pense que nos collègues nous donneront pas mal d'éléments intéressants sur ce sujet. Un troisième temps interrogera l'articulation entre les démarches visant les centres-villes et la façon dont les réflexions sur les centralités peuvent se poser aussi à d'autres échelles et dans d'autres cadres, dont ceux des coopérations, autant que des territoires et des outils de planification. Et enfin, un dernier temps reviendra sur la question des modèles résidentiels à l'œuvre dans le cadre des agglomérations moyennes, des populations qui y vivent, et il nous ouvrira aussi le regard vers d'autres questions comme celle du vivre ensemble. Merci de votre attention, et maintenant donc place aux échanges.